Bonjour. La théorie de l'agence, autant que la théorie des coûts de transaction, fait partie des théories économiques institutionnelles. Elle a aussi un impact très très important aujourd'hui sur les règles de gouvernance des entreprises. Et quand nous parlons de règles de gouvernance des entreprises, particulièrement en ce qui concerne la théorie de l'agence, nous faisons référence aux relations de sommet qui existent au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les questions qui sont liées à la constitution du conseil d'administration d'une entreprise, aux commissions qui se trouvent à l'intérieur de ce conseil d'administration des entreprises, ainsi que la nomination des dirigeants de ces entreprises. Ces questions-là sont aujourd'hui, comme nous aurons l'occasion de le discuter pendant le cours, deviennent aujourd'hui des questions d'une euh, actualité importante et je dirais même parfois d'une actualité violente. Alors, la théorie de l'agence, nous la devons à Jensen et Meck, deux professeurs de l'université de Harvard, dont l'un, notamment Jensen, va être, comme d'ailleurs Williamson, va être aussi prix Nobel d'économie. Et les deux auteurs réfléchissent sur l'efficience des formes organisationnelles de l'entreprise en s'inspirant de la théorie libérale. Et dans ce cadre-là, ils vont plus loin que Williamson, si vous voulez, qui lui-même était libéral, bien entendu, mais ils vont plus loin que Williamson et vont considérer qu'en réalité, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition entre l'entreprise et le marché, l'entreprise n'étant qu'une forme particulière de marché. Et que le contrat d'emploi n'est pas un contrat foncièrement différent du contrat commercial et que à partir de là, il doit être préhendé en tant que tel, puisqu'il peut être lui aussi rompu. Et donc, à partir de ce volet-là, eh bien, Michael Jensen et Meklin vont remarquer que historiquement, la structure du capitalisme occidental va foncièrement changer à travers justement le recours au contrat de travail pour des postes de direction d'entreprise. C'est que au 19e et au début du 20e siècle, les dirigeants des entreprises étaient leurs fondateurs en même temps. C'est-à-dire, ils étaient leurs fondateurs et surtout les propriétaires de cette entreprise. Ils en étaient les propriétaires. Tandis qu'à partir des années 30, il va y avoir une très grande transformation de l'économie occidentale et qui va entraîner l'apparition d'une nouvelle classe, si vous voulez, sociale, qui est la classe des dirigeants qui ne sont pas nécessairement propriétaires. Ils vont être des directeurs généraux, des présidents de conseils d'administration, etc., sans pour autant être des propriétaires. Michael Jensen et Meklin vont considérer que cela constitue un danger sur la structure de l'économie occidentale. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, ces fonctions qui étaient caractérisées par l'entrepreneuriat et par la recherche de l'intérêt de l'entreprise en priorité, eh bien, cela va complètement se transformer vers une posture de fonctionnaires, de salariés, qui ont, si vous voulez, leurs intérêts propres, notamment en termes de carrière, notamment en termes d'amélioration, j'allais dire, entre guillemets, de leur carte de visite et de CV, et que cela va se faire au détriment des intérêts des actionnaires. Au détriment des intérêts des actionnaires. Par exemple, ils pensent complètement le contraire de ce que pensait un autre auteur américain qui, dans la même période, en
au milieu des années 70, va, lui, au contraire, considérer que le développement des entreprises américaines s'est fait grâce à ce qu'il a appelé la technostructure. La technostructure, ce sont ces dirigeants, ces cadres qui ne dirigent pas parce qu'ils ont la propriété du capital, mais ils dirigent parce qu'ils auraient les compétences techniques et managériales pour justement pouvoir s'imposer en tant que dirigeant de ces entreprises. Donc là où Galbraith a vu le salut, si vous voulez, ou l'explication du développement de l'économie, des économies occidentales, Jensen et McLean voient au contraire un risque très important et même explique la crise de l'économie mondiale de l'époque par justement cette séparation entre les fonctions de propriété et les fonctions de direction. Donc, à partir de... donc, dans ce cadre, la théorie de l'agence va se baser sur une relation importante qui s'appelle la relation d'agence, qui est un contrat par lequel une ou plusieurs personnes vont engager un agent pour qu'il exécute en leur nom une tâche quelconque. Ce qui implique une délégation de pouvoir. Une délégation de pouvoir. Donc, dans le cas en question, vous avez des porteurs d'actions, donc ils sont propriétaires de ces actions, qui vont considérer qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les compétences, etc., pour gérer eux-mêmes leurs intérêts, et donc ils vont recruter des personnes, donc des agents, qui vont principe, si vous voulez, de cette théorie de l'agence. Alors, puisqu'ils n'ont pas, effectivement, ils n'ont pas les compétences ou le même niveau de compétences et ils n'ont pas les mêmes moyens en termes de système d'information, en termes, etc., eh bien, ils vont avoir des difficultés à les contrôler. C'est-à-dire, ils vont leur déléguer un pouvoir, mais ils auront des difficultés à les contrôler en contrepartie. Le moyen qu'ils... là, il y a bien entendu un conflit d'intérêts parce que les agents vont chercher plutôt à augmenter leur salaire. Les augmentations de salaire vont se faire au détriment des dividendes. Cela est clair. Donc, en tout cas, dans l'esprit de Jensen. Donc, à partir de là, pour pouvoir obtenir le plus d'avantages possible, eh bien, ils vont chercher à distiller l'information dont ils disposent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire preuve d'une totale transparence envers le principal. Une totale transparence envers le principal. Donc, devant ce conflit d'intérêts, le principal ne va alors s'engager que s'il dispose d'un certain nombre de, on va dire, de garanties. Ces garanties vont donc renvoyer aux questions qui sont liées à ce qu'on appelle les coûts d'agence ou les coûts de surveillance de l'agent. Donc, ce coût de surveillance de l'agent, à travers les audits qui doivent être réalisés, à travers la certification des comptes qui doivent être réalisés, etc., eh bien, va être coûteux à l'économie occidentale. C'est pourquoi d'ailleurs Jensen et McLean saluent notamment l'entreprise familiale, parce que l'entreprise familiale, pour eux, est une entreprise qui ne fonctionne pas à la délégation ou sur la base de la délégation et du contrôle. Elle fonctionne essentiellement sur la base de la confiance. Donc, ils vont vraiment saluer à la fois le modèle familial et également le modèle qui est le modèle entrepreneurial. On est avec Jensen et McLean et d'autres auteurs qui vont venir par la suite dans
une logique de magnificence, si vous voulez, des petites entreprises qui, elles, se permettent justement l'innovation et l'agilité et se permettent de fonctionner selon des logiques de confiance.